Dans la continuité de ce parcours stop motion, on va rentrer dans des choses, je dirais pas plus sérieuses qu'avant, parce que c'était très sérieux, ce qu'on se disait aussi. Mais on va rentrer un peu dans la machine, dans la continuité des discussions qu'on avait pu lancer l'année dernière autour de l'économie du stop motion, d'équations à variables multiples que ça pose. C'est un peu sibyllin de le dire comme ça, mais je pense que c'est assez juste vis-à-vis de la multiplicité des questions que ça pose sur la continuité de l'activité, les périodes de développement, la multiplicité des formats éventuellement, la diversité de production sur les différentes techniques aussi de l'animation. Vous pourrez retrouver sur nos pages, sur le site de Film en Bretagne, le verbatim complet des discussions de l'année dernière. Et cette année, on a voulu, avec Patrick, qui modérera cet échange, de prolonger cette discussion en direction notamment des questions d'activité et de formation qui se posent. Voilà, on va prolonger cette discussion là-dessus avec nos invités que je vais laisser Patrick introduire. À tout à l'heure. Merci. On sera non moins sérieux, mais peut-être moins drôle que tout à l'heure quand même, je le crains. Merci Franck, merci à l'AFCA et à Film en Bretagne pour cette initiative et pour tout le travail de préparation qu'on a pu faire dans les meilleures conditions comme d'habitude. Je vais présenter donc les personnes qui ont bien voulu répondre à notre invitation et je les en remercie. À ma droite, Camille Scudier, tu es artiste technicienne stop motion spécialisée je crois en armature et accessoires, mais tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Perrine Vincent, chef du service accompagnement des professionnels au CNC. Merci Perrine. Vincent Tavier, pour ceux qui étaient là il y a quelques minutes, on sait toute sa vie ou presque, producteur chez Panic en Belgique. Et Mathieu Courtois, directeur du studio Personne n'est parfait, le local de l'étape ici à Rennes. Merci à vous tous. On va effectivement faire un petit retour sur les propos les plus saillants qui avaient été tenus l'année dernière, en tout cas ceux que j'ai retenus. Je vous les livre comme ça un peu en vrac. Peu de projets stop motion, notamment en audiovisuel, sauf peut-être pour les unitaires. Le stop motion, c'est coûteux. La phrase est brève, mais elle dit beaucoup de choses. La question du développement est spécifique. En stop motion, c'est pratiquement impossible de développer ou d'obtenir l'adhésion d'un fonds, du CNC ou d'une chaîne de télévision sans un teaser. Et en stop motion, on est quasiment systématiquement obligé de s'endetter. Peut-être on pourra revenir sur ces propos, mais qui étaient liés à la question du développement. Le stop motion devrait par essence être classé comme film fragile. Je ne sais pas si cette question a avancé durant l'année qui vient de s'écouler. Si quelqu'un a la réponse dans la salle, il pourra prendre la parole et nous le dire. Concernant l'équilibre financier des studios, la notion de diversification, c'est-à-dire de faire du stop motion, mais aussi de la 2D, de la 3D, qui n'implique pas les mêmes risques pour le producteur, s'avère importante. Au chapitre des équipes, les propos que je relate sont les suivants. Il faut réussir à travailler avec des équipes qui se connaissent bien, qui apprennent à travailler ensemble, qui ont la capacité et la possibilité de travailler régulièrement ensemble. La sédentarisation des techniciens et techniciennes, c'est une réalité, c'est une demande et c'est légitime. Il faut que les équipes aient la capacité de rester, de travailler sur place, d'être liées à un lieu. On disait aussi, on a des chefs de poste qui ont atteint un excellent niveau en décor, en fabrication de marionnettes, en costumes, qui sont au meilleur niveau européen. Mais pour former ces personnes, il a fallu plusieurs années. Ils sont passés du court à la petite série, au spécial, au long, à la grosse série. Ces gens-là ont aujourd'hui une expertise et la capacité de diriger des équipes qui est inestimable. Sauf que former des gens de ce niveau-là, ça veut dire qu'il faut avoir aussi des espaces de formation pour ça et la possibilité de faire travailler des équipes où on laissera de la place. Peut-être qu'il faut revenir dans le court-métrage à un espace de formation pour faire grandir des juniors, pour aller vers plus de responsabilités dans les postes. Vous voyez qu'on avait déjà, alors que ce n'était pas vraiment le thème, glissé vers la question de la formation et, je dirais, de la manière de perpétuer ce savoir-faire et de l'améliorer. Je voudrais, avant évidemment qu'on donne la parole à nos invités, que je donne la parole à
à nos invités, un peu contextualiser les questions que nous abordons aujourd'hui, et notamment au regard de l'actualité. Nous sommes, le monde de l'animation, dans un contexte de ralentissement de l'activité d'une part, on va y revenir, mais aussi de forts investissements dans la filière en France, dans le cadre de la grande fabrique de l'image. Perrine détaillera ce que ce dispositif a permis en matière de stop motion. Sur le ralentissement de l'activité, je vais faire référence à des chiffres tout à fait récents d'audience, du Data Lab d'audience, qui a mis en place cet outil qui rend compte dans un délai très court de la situation de l'emploi. Donc les chiffres confirment que les effectifs ont connu une inflexion mi-2023. La courbe des personnes salariées, quel que soit le type de contrat, passant alors sous celle de 2022. Depuis, la tendance se poursuit. La fin 2023 reste sous 2022 et janvier 2024, donc on a des chiffres très récents, se situe sous les chiffres de janvier 2023 et 2022. On reste néanmoins à un niveau supérieur à 2021. On constate que le début 2024 est quasi identique à 2023 côté permanent, mais chute fortement en intermittence. La masse salariale tombant sous le niveau de 2022 et 2023. Autrement dit, les intermittents et intermittentes sont en première ligne de l'impact des changements structurels de l'industrie de l'animation. C'est une manière de plomber le début de la table ronde, mais je pense que c'est important de situer ce contexte. Perrine, tu as collecté un certain nombre d'informations sur le stop motion, on va adopter le, on en a parlé à l'instant, et notamment la manière dont ça se traduit dans les aides du CNC et dans les projets que vous soutenez. Alors juste en préambule, on n'a pas de chiffres spécifiques sur la stop motion au sein de la façon dont on collecte les données sur les différents projets soutenus au CNC. Mais juste quelques chiffres, oui, qu'on pu être collectés auprès de mes collègues. Peut-être côté cinéma, sur la période 2019-2023, c'est 3 longs métrages d'animation en stop motion qui ont été agréés. Donc côté long métrage. Côté court métrage, sur cette même période 2019-2023, c'est 19 courts métrages qui ont été soutenus, qui convoquent cette technique de la stop motion. Donc évidemment, on voit bien que le court-métrage, qui est quand même l'aide la plus sélective du CNC, constitue encore aujourd'hui un vrai vivier d'accompagnement aussi de cette technique-là et d'accompagnement aussi des talents qui utilisent la stop motion. Avec l'idée effectivement que le court-métrage doit rester aussi un espace d'expérimentation, particulièrement en animation. Et au sein de ce secteur, évidemment, il y a eu quand même une attention particulière portée à la stop motion. Donc voilà, ça c'est pour les données côté cinéma. Côté audio, en fait, il y a encore, les volumes étant tels en animation qu'il y a encore moins de données chiffrées sur la stop motion, mais évidemment la direction de l'audiovisuel faisait état d'un dynamisme quand même toujours constant au niveau de cette technique-là, qui a toujours des projets qui continuent, comme Dimitri, des projets aussi de séries qui ont pu être soutenus, comme une série qui s'appelle Comme à la maison de Normal. Il y a toujours aussi des nouveaux projets qui arrivent, qui émergent. Mais qui sont évidemment confondus au sein des différents courts-métrages spéciaux ou séries qui peuvent être soutenus à l'audiovisuel. Tu évoquais, Patrick, cette question de l'année dernière qui avait été soulevée autour du film Fragile sur comment mieux spécifier les soutiens à la stop motion, étant entendu que ça convoque à la fois des moyens de développement et des techniques et des corps de métier très spécifiques. Il n'y a à ce stade pas eu, il me semble, de réflexion spécifique à la stop motion. Pour autant, la direction de l'audiovisuel a fait évoluer ses soutiens avec une réforme aussi des aides amont qui permet de mieux accompagner le risque à la fois pris par les auteurs mais aussi celui pris par les producteurs au stade du développement. Donc il y a eu quelques aménagements, il y a notamment un nouveau soutien pour les auteurs d'animation, un soutien au pré-concept qui permet aux auteurs justement d'aller mobiliser des collaborateurs artistiques. Et puis au stade du développement toujours, il y a de nouvelles dispositions qui concernent donc le développement avec l'idée que les producteurs qui ont un compte automatique peuvent mobiliser plus facilement une enveloppe pour le développement des projets,
avec une intensité du fonds mobilisé qui peut aller jusqu'à 60% sur cette étape-là. Donc c'est une façon d'accompagner les producteurs davantage dans la prise de risque quand les projets ne font pas encore l'objet d'une convention avec un diffuseur. Voilà, donc ça c'est les aménagements côté audio qui avaient vraiment vocation à accompagner globalement davantage le risque sur les phases amont et qui ne concernent pas spécifiquement la stop motion, mais qui vont évidemment pouvoir concerner des producteurs qui développent des projets dans ce champ. Messieurs, sur ce que j'appelle le ralentissement de l'activité, est-ce que le stop motion, moi il me paraît moins impacté que d'autres techniques? Est-ce que c'est une fausse idée ou comment vous vivez cette période un peu compliquée? Alors, moi, j'ai pas eu l'impression. Alors, nous, on n'a pas eu encore accès aux plateformes. Donc, c'est con parce que ça y est, ils ont arrêté. Donc, de toute façon, c'est mort. On n'aura pas accès aux plateformes. Donc, on n'est pas vraiment touché par ça. La stop mo, c'est tellement long que on le ressent pas vraiment. Et d'ailleurs, ça fait depuis 2019 qu'il y a quand même régulièrement, en tout cas à Rennes, on travaille beaucoup. Enfin, d'ailleurs à Rennes, mais à Valence, on en parlait. Entre 2019 et aujourd'hui, il y a quand même eu 3 longs métrages de fabriqués entre Rennes et Valence. Donc, ce qui montre un peu quand même le dynamisme. Il y a encore, avant Covid, il n'y aurait pas eu ça. Donc voilà, et plusieurs projets sont aussi arrivent ou sont en développement. Donc pour la stop mo, j'ai pas l'impression. Tu disais par contre que tu recevais beaucoup de CV, de demandes de... Oui, par contre, mais alors ça c'est tout genre confondu. Plus que d'habitude, je veux dire. Ouais, toute technique confondue, c'est que c'est vrai qu'en ce moment on reçoit énormément de CV qu'on ne recevait pas avant. Voilà, donc il y a mon côté optimiste qui dit ah super, vivement lundi et Personne n'est parfait sont rentrés dans un peu la Ligue 1 de la production. Puis il y a mon côté pessimiste qui me dit ok, ça veut dire que les gros studios n'embauchent plus, donc on élargit les recherches d'emploi et on arrive jusqu'à Rennes, quoi. Vincent, ta perception de ce moment de l'histoire? La situation de la Belgique par rapport à la France est quand même très différente. La taille du marché fait que c'est déjà difficilement comparable. Moi, je pense que la stop motion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus transfrontalier que d'autres projets, par exemple. On est beaucoup plus amené à travailler avec des projets soit développés dans d'autres pays, soit développés en France et coproduits avec la France. Donc, on est quelque part une famille un peu à part dans l'animation, qui nous donne un statut un peu différent, mine de rien. Et donc, tu n'as pas perçu spécifiquement ce ralentissement. Toi, en tant que technicienne, artiste, intermittente du spectacle, tu le vis comment, cette période-là? Je sais pas. Moi, je pense que ça fait à peu près 5 ans que je suis à Rennes et que j'ai commencé à travailler en tant que technicienne, mais c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai eu des grosses périodes de travail. Là, c'est un peu différent parce que il y a un petit stand-by dû à des financements sur un projet de retard de financement. Mais franchement, j'ai l'impression que ça dépend aussi à quel poste on est dans le projet, en fait, au sein de sur les différentes étapes de production. Des fois, il y a plein de choses qui se passent en termes de fabrication, en atelier, en décor ou en marionnette, par exemple. Et après, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des animateurs ou des animatrices qui ne travaillent pas beaucoup pendant un moment. Enfin, ça dépend, ça tourne vraiment, je crois. On va évoquer tout à l'heure l'idée de plan de charge et la capacité ou non de pouvoir se projeter à moyen terme, mais peut-être qu'on reviendra du coup sur cette question. L'autre sujet que j'abordais en préalable, c'était la grande fabrique de l'image. Il se trouve que dans le cadre de ce grand appel à projet, la niche que représente le stop motion a été retenue de façon non pas massive parce qu'il n'y avait pas tant de projets que ça, mais de façon très spécifique. Et pour avoir participé à ces débats, je sais que la niche d'excellence, c'est comme ça qu'a été perçu le stop motion, a vraiment été remarquée et il y a eu la volonté de l'encourager. Je crois que c'est ce que tu vas peut-être nous confirmer.
Oui, donc juste quelques chiffres pour vous rappeler un peu l'ampleur de cet appel à projet dans le cadre des plans d'investissement France 2030 et qui a été opéré par le CNC. Donc la grande fabrique de l'image, c'est 68 projets labellisés. Sur ces 68 projets, il y a donc 34 organismes de formation. Sur ces 34 organismes de formation, il y en a une douzaine qui forment entre autres à l'animation. Donc ça, c'est pour le côté formation. Et puis pour le côté studio et moyens de production, ce sont une douzaine de structures d'animation en animation studio qui ont été soutenues dans le cadre de la grande fabrique de l'image, dont la vocation était, je le rappelle, d'augmenter les capacités de production côté tournage, côté animation, VFX et jeux vidéo. Et puis le pendant de cette augmentation des capacités de production, c'était évidemment d'avoir des jeunes bien formés qui puissent aussi s'emparer de ces outils de production. Donc il y a eu un volet formation. À l'endroit de l'animation et spécifiquement de la stop motion, effectivement, on voit que dans les lauréats qui justement investissent particulièrement ce champ-là, il y a tout un raisonnement aussi de faire fonctionner ces lauréats un peu en écosystème français. Donc avec côté Rennes, le studio Personne n'est parfait pour côté studio. Côté formation, donc le consortium de films en Bretagne avec l'école des Beaux-Arts de Rennes pour Génération Stop Motion. Et puis évidemment le soutien à Foliascope à Valence qui développe aussi un projet tout à fait complémentaire à ce qui était du côté breton. Donc il y a effectivement une volonté très forte de la commission des experts de France 2030 d'accompagner ce secteur d'excellence avec aussi la vocation de structurer la filière, d'accompagner les mutations industrielles pour ce secteur qui est vraiment un secteur d'excellence artisanale, d'accompagner les mutations de la filière et de faire en sorte aussi que cet écosystème français puisse le mieux possible aussi travailler peut-être aussi à un niveau international et européen. Puisque la France attire aussi des projets internationaux dans ce champ-là spécifique de la stop motion. Donc ça a été effectivement une attention tout à fait particulière pour cette technique. Et côté formation, évidemment, on est ravis d'avoir pu soutenir ce projet porté par Film en Bretagne avec l'école des Beaux-Arts de Rennes. Et ça, c'est d'autant plus important dans le cadre de la grande fabrique de l'image parce que c'est aussi une formation publique. Et donc, évidemment, dans le cadre de la grande fabrique de l'image, il y avait cette question des conditions d'accès, de l'accessibilité de ces formations. On sait que dans le champ de l'animation, les formations peuvent avoir un coût assez important. Donc la commission était particulièrement sensible aussi au fait que ce projet de formation à la stop motion soit porté par des acteurs publics. On y reviendra en fin de table ronde avec Franck qui viendra nous présenter. J'ajouterais, si tu permets, Perrine, que ce qui était, de mon point de vue, en tant qu'expert qui avait été impliqué dans ce choix, assez étonnant, mais très positivement dans mon esprit, c'est que sur ce projet, sur des montants qui sont très importants, avec une ambition qui est assez extraordinaire, le stop motion ait pu trouver sa place, alors qu'on a plutôt affaire à un artisanat sophistiqué et non pas à de l'industrie en capacité de doubler, tripler, quintupler ses capacités. Donc c'est autre chose qui a été retenu. C'est un savoir-faire, une spécificité, un domaine d'excellence, et ça, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Je pense que c'est un signal très positif envoyé à cette niche, et dans mon esprit ce terme-là est plutôt très satisfaisant. Et c'est ça que je veux retenir moi aussi de cet appel à projet. Alors, c'est ce qu'on retient aussi, et on est ravis d'avoir été lauréat et qu'il y ait cette adéquation avec Start Motion parce que ça apparaît comme un cercle vertueux. Et on est aussi content que le travail qui est fourni par les artistes, les auteurs, les autrices, paye un peu, parce que les films sortent et ils ont pour souvent beaucoup de succès. Et ça, c'est vraiment super à vivre. Et voir que derrière, on se dit, parce que ça fait 20 ans, 25 ans que la stop-mo est morte, ou en tout cas en soins palliatifs. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas du tout en train de mourir. Elle cohabite avec la 3D, avec la 2D, avec plein de techniques. Et même nous, des techniques qu'on intègre, comme la 3D dans la stop-mo, que ce soit en impression, en fabrication, tout ça. Donc non, c'est bien que on montre que ça continue et qu'on continue à faire des beaux films. Je l'ai dit, ça apparaît comme une production de niche, avec cependant des enjeux spécifiques de circulation ou de sédentarisation
et de renouvellement des talents, de montée en compétences, de réponse à apporter aussi à des métiers en tension, on va en parler. Donc c'est de ces questions dont nous allons débattre maintenant. J'en ai fait écho tout à l'heure lors de la table ronde de l'an dernier, avait été évoquée la nécessaire diversification des techniques d'animation mises en œuvre dans un même studio pour tendre à un équilibre de gestion aussi et assurer la pérennité des entreprises. On parlait là donc des différentes techniques permettant à un studio à la fois de faire de la 2D, de la stop motion, etc. Est-ce que la diversité des formats, donc je vais sur un autre terrain de diversification, à savoir court-métrage, spécial télé, série, long-métrage, peut aussi être une alternance vertueuse qui permet de structurer une politique de studio? Est-ce que chacun d'entre vous êtes... Chez nous, le passage au spécial télé, par exemple, avec Panique au village, c'est une option qu'on a prise pour permettre de réduire aussi les temps de production. Dans un pays aussi petit que la Belgique, de pouvoir amener un montant substantiel de la production, etc. C'est sûr que ça nous a permis de faire 26 minutes en 8 ans. Alors que faire des longs métrages, on en aurait fait peut-être un. Et donc de pouvoir raconter plus d'histoires, développer un univers différemment. Ça fait appel aussi à des modes de financement différents. Donc, en Belgique, pas tant. En France, vous avez séparé radicalement cinéma et audiovisuel. En Belgique, on ne sépare pas les choses de façon aussi radicale, par exemple. La Belgique, c'est un territoire complexe parce que c'est comme si on était deux pays. Il y a la Flandre d'un côté, la francophonie de l'autre. Je ne comparerai pas en tout cas la France à la Belgique, mais en tout cas pour nous, le format 26 minutes nous permet d'exister en tant que producteur principal, développeur des projets, alors que si on était sur des longs métrages, là ça n'irait pas du tout comme ça. Et en termes, là on aborde plutôt l'aspect économique, mais en termes de narration, on a aussi des formes différentes qui permettent un récit différent sur une même licence, pardon pour le mot, parce que c'est pas très beau pour Panique, licence. Sur une même œuvre, ça permet aussi des développements artistiques différents. En tout cas, sur Panique au village, le concept, on va dire, on a tout essayé, la série, le long métrage, les 26 minutes, des capsules, des installations muséales. Et voilà, ça permet aussi de varier, de faire des choses plus vite. On n'est pas à l'abri de tout d'un coup, si on a 5 mois à ne rien faire, pour Vincent et Stéphane, de bricoler un petit 10 minutes, on ne sait pas pour le mettre où. L'autre avantage du 26 minutes, c'est que ça nous a permis aussi de sortir les films. Ils étaient destinés principalement à la télévision, mais on les a sortis en salle après leur diffusion. Une double exploitation. Voilà. Et ça, c'était un peu la cerise sur les gâteaux, mais voilà, il y a des gens qui tenaient à le voir plutôt en salle, où on a créé des programmes, parfois avec d'autres films. On avait pris un film de chez vous, ça s'appelait Panique chez Jouet. Voilà, ça permet aussi d'articuler des programmes différemment d'un film traditionnel, mais de sortir, d'être présent au cinéma aussi. Oui, et nous, la multiplicité des formats nous a aidés à grandir aussi, puisqu'on a commencé évidemment par le court, et puis après il y a eu la petite série fortement inspirée par Panique pour tout ce qui est tête dans le guidon, tête dans les flocons. Et au fur et à mesure, voilà, on a pu grandir, faire un 26, commencer un long métrage. Enfin voilà, on en a besoin, et puis aussi parce que les temps de développement sont très longs pour un long, pour un 26 minutes aussi. Le système français fait que c'est un petit peu long pour certains projets. Et après, c'est aussi, c'est super la multiplicité des formats, mais c'est aussi accepter de par l'auteur les compromis. Parce que quand on fait un court, on est assez libre. Quand on est sur un 26 ou sur une série, il faut accepter, on est dans le champ audiovisuel, avec des règles que la chaîne que le diffuseur va imposer, ou en tout cas demander de base. Voilà, on a une cible, on a les fameuses cibles, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut raconter, ce qu'on ne peut pas raconter. Donc c'est une autre façon de penser son projet. Mais nous, ça a été indispensable. C'est vraiment...
Est-ce que la capacité aussi d'être en production exécutive ou en production déléguée, c'est une autre option de consolidation de studio, d'avoir cette alternance? Ouais, oui. Bon, d'accord. Non, non, mais c'est vrai que jusqu'à... je pense que notre première presta Stopmo, c'était en 2016. Jusqu'à 2016, on faisait que les projets Vivement Lundi. Mais le studio a été créé en 2013. Et en 2016, Didier Crest d'Everybody on Deck et la Blogothèque nous contactent pour faire Pigeons et Dragons. Voilà, une série pour Arte Créative, 30 fois 3 minutes. Et c'était une super expérience que déjà, il y avait quelqu'un avec un univers totalement différent de ce qu'on pouvait faire, des marionnettes qui n'étaient pas du tout animables, pardon. Une comédie entre Le Seigneur des Anneaux et quelque chose de beaucoup plus burlesque. Donc ça nous a ouvert un champ aussi des possibles. Et c'est vrai que ça nous a permis, nous, de prendre plus de temps pour développer nos propres projets en se disant, OK, les équipes, elles bossent. Donc il y a déjà cette partie-là qui est assez rassurant. Et après, on a évidemment la chance d'être à Rennes et d'avoir 2 studios, 2 sociétés de production avec JPL, et ben voilà, de se partager les gens et qui passent d'une société à l'autre. Et je pense que c'est pour ça que Rennes est ce qui est aujourd'hui voilà, un hub de Stopmo, si on peut l'appeler comme ça, parce que justement ce vivier, ces artistes ont pu passer de l'un à l'autre, parce que voilà, les temps sont très longs. On le disait tout à l'heure, quand on a fini Dimitri, je sais pas, la fabrication de Dimitri a dû finir en 2017, la série était finie en 2018. Nous, on n'avait rien, on ne pouvait pas faire autre chose que Dimitri. Donc, et le temps de relancer, après ça a été le film de Bruno qui a commencé fin 2018, donc il y a eu un temps mort pour les équipes qui étaient, genre je me souviens pas, mais peut-être chez JPL sur un film, donc heureusement qu'on est tous les deux, quoi. Vous aussi, vous alternez production déléguée, production exécutive? Tu parlais même de pub tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes sollicité sur ce terrain-là. Mais nous, c'est plus compliqué. On ne réussira jamais à avoir un studio pérenne, fixe. Il y a eu une tentative côté flamand avec Beast Animation qui a tenu 6-7 ans, je pense. Peut-être un peu plus. 12 ans sur 12 ma ans. droite, 6-7 Voilà. ans sur ma gauche, Enfin, une dizaine d'années. Le studio a fermé l'année dernière, faute de pouvoir avoir un volume assez important de production. Nous, on fonctionne différemment. On a tout le matériel qui est stocké dans un dépôt, par exemple, et on ouvre un studio, on crée un studio quand on en a besoin. C'est aussi la situation immobilière à Bruxelles qui fait que il y a 3 millions de mètres carrés vides industriel à Bruxelles, et donc c'est pas très compliqué d'avoir un bâtiment. Donc les 4 derniers spéciaux qu'on a tournés, on a créé un studio de toutes pièces, le temps de la production, c'est-à-dire 6 mois, et puis on le ferme, on range le matériel. Donc voilà, chacun s'adapte aussi à la situation de son marché, de sa production. Là, vous venez de finir de travailler sur Sauvage, c'est ça? Oui. Donc là, vous étiez en production exécutive ou en coproduction En déléguée? coproduction. D'accord. Donc là aussi, on a des formes de production qui engagent différemment la société que tu diriges au niveau des investissements. Ça, c'est aussi vertueux pour, je dirais, pour tenir le cap. Nous, on est dans une... Certes, on a coproduit Sauvage, mais là, on coproduit avec vous un film espagnol de long métrage. C'était quelque chose auquel on s'attendait, qui était prévisible. Mais après ça, je n'ai aucune idée de si le prochain, ce sera Panique l'année prochaine, et si après, on va peut-être pas passer à de la 2D. La visibilité de ton studio, elle est à court terme. À très court terme, et je n'ai pas besoin d'avoir une visibilité à très long terme par rapport au mode de fonctionnement qu'on a, en tout cas. Ce qui est sans doute assez différent de vous chez Personne n'est parfait, en tout cas dans la perspective à moyen terme. Oui, le studio fait qu'on doit nourrir. Voilà, chez nous, on a un plateau Stopmo, on a un plateau 2D, donc il faut qu'on réussisse pour payer le loyer à nourrir au moins un de ces deux étages, et c'est encore mieux si les 2 étages sont pleins. On est toujours très content. Et le but, et c'est la raison pour laquelle on a aussi été lauréat de France 2030, c'est d'arriver à avoir un studio pérenne Stopmo
parce que voilà, les pop-up studios, voilà, on appelle comme ça, chez nous à Rennes c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas 3 millions de mètres carrés de vide, ou alors c'est vraiment pourri. Et donc voilà, c'est arrivé aussi à un constat où on l'a créé, on a dû faire 3-4 fois des pop-up studios, et moi ça me navre parce qu'à chaque fois c'est dur à trouver. On arrive dans des locaux qui ne sont pas hyper cool pour les artistes qui travaillent. Il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Alors, je sais bien que la Stopmo, on cherche le mouton à 5 pattes et que je rends les agents immobiliers blêmes sur Rennes quand je leur demande tout ce que je veux, au prix que je veux. Mais voilà, ça nous paraît indispensable aujourd'hui si on veut continuer à faire les films qu'on fait, parce que à la différence, par exemple, de la Belgique, qui n'a pas forcément d'obligation à dépenser l'argent sur le territoire. Nous, on doit dépenser l'argent sur le territoire, que l'on est la région Bretagne ou quoi. Donc, et puis, voilà, après, c'est un plaisir personnel aussi d'avoir les artistes autour de nous et d'avoir ces plateaux et ces décors qui se construisent. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à trouver un endroit où, les collaborateurs et collaboratrices peuvent se sentir bien, et deux, aussi, être plus vertueux dans notre façon de travailler. Parce que quand je loue en bail précaire 7 mois un bâtiment, je ne vais pas mettre des panneaux solaires ou réfléchir à comment je peux optimiser mon bâtiment. Ça n'a aucun sens. Économiquement, je n'ai pas les moyens. Donc c'est pour ça que voilà, tout ça fait qu'à un moment, on se dit il nous faut un outil. Je vais un peu inverser le sens des questions que j'avais prévues, mais c'est toi qui me donne le chemin là. Ce qui veut dire, dans une stratégie qui est assez différente de celle de Vincent, on l'a compris, de projection à moyen terme, ça veut dire imaginer un plan de charge, imaginer comment, dans le meilleur des mondes, les productions vont pouvoir s'enchaîner pour satisfaire le besoin que tu viens de décrire. Exactement. Donc, et c'est là où on se dit voilà, on a bien fait de créer le studio. Parce que justement, la Stopmo, qui est toujours quelque chose qui intéresse beaucoup, aujourd'hui, je reçois énormément de demandes pour de la prod exé, et nous, ça nous laisse le temps de préparer aussi nos films, parce qu'évidemment, on continue à développer des projets en stop motion, que ce soit des 26 ou des longs, ou quoi qu'est-ce, ou des courts. Et donc, voilà, dans mon planning idéal, c'est de pouvoir avoir 2 projets en même temps, évidemment pas de même format, un court, un spécial, un long métrage, un court métrage, enfin voilà, pour vraiment aussi, on en parlera après, en fonction de l'expérience des artistes, pouvoir les mettre sur tel ou tel projet pour qu'ils montent en expérience et tout ça. Donc voilà, c'est un peu le but ultime, c'est ça, c'est de réussir à faire 2 projets. Et pourquoi 2 projets? C'est parce que la Stopmo, c'est super, les gens sont toujours ravis de voir des projets, mais quand on leur donne les délais de fabrication, les diffuseurs, les distributeurs, ils disent « Comment ça, je l'ai dans 3 ans le film, c'est pas possible ». Malheureusement si, et on ne peut pas faire de la magie à moins de démultiplier, de passer en 2/8, ce qu'on a déjà essayé. Et donc voilà, donc il faut aussi montrer qu'on arrive à avoir cette capacité de production. Ce que tu viens de dire là, que nous on n'a pas, par exemple en Belgique. Donc c'est extrêmement difficile, mais pas seulement en stop motion, chez nous d'arriver à un niveau d'industrialisation de l'animation, par exemple. On restera toujours au niveau avec de très bons artisans, mais voilà. Alors, le tax shelter a multiplié un peu. Certaines sociétés françaises sont même venues s'installer en Belgique, mais c'est précaire, mine de rien. Et donc, nous, on essaye peu d'arriver à ce niveau d'industrialisation vers lequel vous tendez-vous. Mais c'est juste structurel. Ça m'amène à une question qu'on a abordée l'année dernière, qui est peut-être une de mes marottes et qui n'a pas à trouver de réponse positive, mais qui est l'idée d'une mutualisation plus grande. Tu l'as évoqué, Perrine, tu parlais d'écosystème, je crois, tout à l'heure, entre des hubs, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne, pour faire que le stop motion européen puisse ambitionner d'aller vers des projets plus importants, de les faire peut-être plus vite. Est-ce que ça, c'est du domaine de la pensée de quelqu'un qui est hors du système et qui voit ça très beau, ou est-ce que ça peut prendre sens à un moment?
Ah bah, si les chaînes doivent se mettre ensemble et puis coproduire les projets, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais la mutualisation, en fait, on l'a fait déjà. On sait juste qu'on la fait pas à l'échelle locale, on l'a fait à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on est en capacité, je pense, assez rapidement de lever des process, que ce soit avec Pamunic et Vincent en Belgique, Nicolas via Nadasdi en Suisse. Aujourd'hui, il y a des process qui se sont mis en place, que ce soit avec Dimitri, avec Feu Beast, mais quand on a réactivé la deuxième saison de Dimitri, ça s'est fait d'un claquement de doigts. C'était bon, compo en Suisse, on sait quelles équipes on peut faire venir chez nous, 30% de tournage en Belgique. Enfin, c'était très très facile. Et aujourd'hui, on sait les moyens techniques et les moyens humains dont dispose Panic, on sait ce qu'il y a en Suisse, donc on peut, et sans doute dans un an, après la production d'Olivia en Espagne, on saura aussi travailler avec les Espagnols. On travaille aussi avec, en ce moment, on est sur la fin d'un long métrage avec la République tchèque, Slovaquie, Slovénie. Ça y est, on commence à comprendre. Le prochain film de Bruno Collet est une coproduction avec la République tchèque. On commence à comprendre comment ça fonctionne et quel talent on peut aller chercher. Donc cette mutualisation, en fait, elle existe déjà. Il y avait déjà eu des prémices de ça avant le Covid. Une réunion entre la Belgique, Flandre et francophonie, la France, l'Espagne et la Pologne pour activer déjà à l'époque. Puis le Covid avait mis un coup d'arrêt à cette perspective. Mais elle est là de facto parce qu'on est obligé de fonctionner comme ça. Si on ne fonctionne pas comme ça, si chacun reste dans son coin, en stop-mo, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a toutes nos expériences, que ce soit moi avec Valence, avec Ilan ou avec vous. Voilà, au début, c'était de façon assez informelle. Ça pouvait aller de prêt de matériel et des choses comme ça pour dépanner. Aujourd'hui, on s'organise beaucoup plus. La communication et se tenir au courant de ce qui se passe, c'est vraiment la clé pour ne pas qu'on mette en route, par exemple, 2 longs métrages en même temps avec des pays qui sont les coproducteurs habituels. De toute façon, structurellement, on ne peut pas. Quand on fait la déco de Sauvage à Rennes, il y a énormément de gens qui viennent de l'extérieur de Rennes. On a, nous, notre petit annuaire interne de gens avec qui on a déjà travaillé. Je regardais, ça représente 110 personnes, un peu plus de 110 personnes, et les Rennais, c'est 35%. Donc voilà, ça montre que de toute façon, on ne peut pas qu'avec Rennes fabriquer un projet. Enfin, quand je parle d'un projet, c'est un projet conséquent, une série ou un long métrage, évidemment. Un court, on peut tout faire, mais donc de facto, on est obligé d'aller chercher les gens. Si je résume ça, au-delà de, on n'en a pas parlé, mais c'est une réalité évidemment, d'aller chercher aussi des financements dans chacun des territoires. C'est une réalité auquel vous êtes confrontés. Il y a une logique aussi de fabrication et industrielle à collaborer entre vos studios et vos territoires. C'est ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire, je crois. Très bien. On va en venir un peu plus au talent et je dirais à la manière de renouveler les générations d'artistes aussi et de techniciens. Comment, selon vous, on peut travailler au mieux au renouvellement des talents? Quel est le type de format qui permet le mieux d'intégrer des juniors? Camille, tu me disais en préparant cette rencontre qu'il y a, selon toi, plus de personnes inexpérimentées sur les longs métrages que sur les courts, car plus de budget et plus de temps pour pouvoir les intégrer. Oui, alors inexpérimenté peut-être pas, mais... Peu expérimenté, oui, ça va voilà. Pardon, j'ai trahi tes propos. Je trouve qu'il y a plus la place à, on va dire, se faire une expérience sur un long métrage, puisque on a plus de temps de travail, c'est étalé souvent sur plusieurs mois, ce qui n'est pas le cas en court métrage. C'est souvent plusieurs semaines en court métrage, et en court métrage, il y a besoin d'aller beaucoup plus vite et d'être plus efficace, donc on a moins le temps de se former sur des courts-métrages, donc on demande d'être plus efficace. Tandis que sur les longs, effectivement, il y a plus ce fonctionnement d'apprendre en même temps que le projet évolue, en fait. Du coup, il y a une évolution. Sur la durée, quoi. Voilà, c'est ça, une évolution sur la durée. Je pense que du coup, quand il y a des plus jeunes personnes qui arrivent, on dit des juniors, quoi, qui arrivent sur des longs, ils acquièrent en général plus d'expérience au fur et à mesure, puisque le projet va durer plusieurs mois. Donc forcément, on a le temps de mieux ingérer les informations, de comprendre comment la globalité fonctionne.
et du coup de plus facilement se former aussi. Ça peut être un peu contre-intuitif parce que moi j'avais le sentiment que la pression, enfin l'enjeu artistique, la pression était plus forte sur un long métrage que sur un court, et que donc au contraire on aurait pu se permettre de se tromper, de recommencer sur un court, alors que sur le long la pression financière notamment est plus forte. Donc je sais que tu as aussi une expérience à partager sur cette question-là. Ouais, aussi, Vincent. non mais je suis d'accord avec Camille, c'est vrai que sur le long on a aussi énormément besoin de gens, donc forcément ça permet aux juniors d'intégrer une équipe où ouais, exactement. Par contre, le travail sera peut-être plus répétitif et vraiment dans chaque secteur, les accessoires, la peinture, la sculpture, tout ça. Sur un court métrage, on va être amené à être plus sur chaque plus polyvalent. Et en même temps, le cours est là aussi pour permettre aux juniors d'avoir de l'expérience et d'accéder à peut-être un peu plus de responsabilité. C'est ce qui nous arrive actuellement d'ailleurs. On est sur un court-métrage où on fabrique des marionnettes et c'est arrivé au moment, quand j'ai eu le green light, Séraphine chez JPL commençait. Donc ça bouscule mon petit confort où je ne peux pas appeler les gens habituels en disant hey, c'est bon, tu peux venir et tout. Qu'il a fallu à un moment, et puis après je me suis dit mais non, mais en fait le cours est là aussi pour ça. Donc là j'ai une équipe qui est à 80% qui est junior. Et ça se passe super bien. Ça prend un tout petit peu, mais en vrai, ça prend juste un tout petit peu plus de temps. Mais voilà, ça se passe très très bien. Est-ce qu'il faut dédier plus d'encadrement ? Ouais, et en même temps, les réals, c'est leur premier film en stop-mo. Alors, c'est des échanges. C'est beaucoup d'échanges, en fait. Je pense que si on était sur une équipe plus expérimentée, il y aurait moins d'échanges, ce qui est assez chronophage. Mais après, tout le monde est conscient du film sur lequel on est. Et c'est vraiment, ils se nourrissent les uns les autres et ça donne quelque chose qui est vraiment super à regarder parce qu'on se dit, ok, ouais, voilà, on revient à l'essence du court-métrage qui est aussi de confronter des juniors à, c'est toi qui dois faire l'armature de cette marionnette et cette marionnette, elle va devoir animée par quelqu'un. Donc, tu as intérêt que ça fonctionne parce que sinon, l'animatrice ne va pas être contente et donc la réal ne va pas être contente. Donc, voilà, c'est de la bonne pression. Ton expérience, Vincent, sur cette question-là des nouveaux talents? Moi, si je me trompe, il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre à faire de la stop motion comme telle. Surtout qu'une grande partie des métiers dans la stop motion ont plus à voir avec le cinéma de fiction, par exemple. Un chef décorateur, enfin nous, les premiers qu'on a été chercher, c'était des gens qui faisaient ça dans la fiction. Chef opérateur, pareil. Donc, ce sont des gens qui se sont adaptés à la technique et qui d'ailleurs, entre deux projets, retournent dans d'autres domaines que celui de la stop motion. On a parfois engagé des gens qui faisaient de l'art plastique. Enfin, voilà. Après, je suis assez d'accord avec vous que la meilleure formation pour un jeune technicien, ça reste sur un plateau, d'être avec des gens plus expérimentés, quitte à planter des arbres pendant beaucoup de temps. Mais voilà, c'est quand même une technique assez particulière par rapport à la 2D ou à la 3D, où les gens passent à peu près la majorité de la production d'un film devant un ordinateur. Nous, c'est très physique, très tactile. Et c'est ce qui fait, je pense aussi, une des qualités de la stop motion, c'est que c'est quelque chose d'un peu hybride et qui est passionnant. Parce que les décors, ça peut être très compliqué, comme ça peut être très simple. Nous, on a fait des films en stop motion où c'était des aplats derrière, des peintures, comme dans le vieil Hollywood. Enfin voilà, on peut expérimenter des tas de choses aussi en fonction. Enfin, je dis toujours, la contrainte est un formidable moteur pour imaginer des choses. Et la stop motion, c'est vraiment un domaine pour ça qui est assez... Donc nous, la formation des gens, c'est beaucoup sur le terrain. À Bruxelles, il y a la Cambre, qui est une école de cinéma, où on ne les forme pas spécialement à une technique, mais on connaît très bien Vincent Gillot, le directeur, on reste très attentif à ce qui se passe dans l'école, et il nous dit, c'est marrant, selon les succès des films,
tout d'un coup, certaines promotions, il y a des gens, après Courgette, il y a eu plein de gens qui étaient fascinés. Puis il y a eu aussi le film de Emma de Soif. Voilà, ça a créé un désir de stop motion à l'école, mais ils n'ont pas forcément d'atelier ou de trucs. Et donc, ils viennent généralement faire un stage de 3 mois sur un panique, sur d'autres choses, et on les envoie très vite après sur un long métrage où ils se perfectionnent. C'est comme ça que se fait la formation. C'est aussi d'autres métiers à la base aussi qui sont réadaptés après dans les studios, parce que, comme tu disais Vincent, il n'y a pas forcément de formation pour la stop-mo, mais par exemple, il y en a qui viennent d'ébénisterie ou de matériaux de synthèse, d'autres formations comme ça qui sont plus artisanales, et ensuite c'est réadapté à l'échelle technique de la stop-mo, puisque c'est une échelle différente, par exemple, que d'être ébéniste, je dis un exemple comme ça. Et du coup, il faut réadapter tout ça, et c'est aussi intéressant d'avoir des techniques d'autres métiers qui viennent alimenter aussi... des techniques, des regards, des approches. C'est ça, ouais. Et je trouve que c'est assez intéressant. On parlera tout à l'heure de ton parcours et ça illustrera bien, je crois, ce que tu viens de dire. L'année dernière, on a évoqué des métiers en tension. Vous citiez les personnes qui étaient autour de cette table, directeur de la photo, chef décorateur, animateur, animatrice. Est-ce qu'on pourrait rester sur ces mêmes postes? Quand on a discuté, Mathieu, toi tu parlais surtout de chef de poste. Est-ce que tu peux... Chacun peut s'exprimer sur cette question. En fait, c'est un métier qu'on n'apprend pas facilement, c'est de manager une équipe, en fait, et d'avoir une vision du film. Alors qui a un côté un peu négatif, c'est qu'on ne fabrique presque plus, ce qui est quand même le plaisir ultime du décorateur ou de la personne qui fabrique les marionnettes et tout ça. Mais c'est important sur un film de pouvoir analyser et de dire ok, ce film-là on va le construire comme ça, parce que le réal lui n'a pas forcément cette expérience ni cette connaissance. Donc nous d'avoir des gens qui sont capables de manager, de dire, sur Sauvage par exemple, Jean-Marc Augier qui est le chef décorateur a même imaginé comment les plateaux devaient être divisés pour le tournage pour que la caméra soit facilement se mettre et des places faciles, que l'animateur ait aussi de la place pour animer. Donc c'est pas juste je fabrique des arbres, une forêt et une rivière et puis je vous envoie tout ça par camion. Là, il y a une vraie réflexion sur comment le tournage va se dérouler. Et ça c'est une expérience qui est dure à apprendre. Et donc qui tient plus le mot tu viens de le prononcer, de l'expérience, voire peut-être de la formation professionnelle continue, et sans doute de la formation initiale. Exactement. Alors, je pense que c'est bien d'avoir une formation initiale sur l'entièreté d'un tournage et que une étape travaille pour l'étape d'après. On fabrique des marionnettes pas pour faire des jolies marionnettes, on fabrique des marionnettes pour que les animateurs puissent raconter l'histoire. C'est ce qui est un peu différent. Et idem pour les décors, les arbres ils peuvent être super, mais si on peut pas y toucher parce que c'est trop fragile ou tout ça, en fait ça sert pas à grand chose. Donc avoir cette vision complète, il y en a plein qui l'ont, hein, mais expérimenter un peu, quelqu'un qui fait des armatures, s'il n'expérimente pas l'animation, il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. Donc c'est important que dans la formation, ils puissent voir ce champ-là. Et après, en effet, c'est continuer à se former. Et je rappelle aux intermittents qu'ils ont des droits AFDAS qui tombent tous les 2 ans, qu'il ne faut pas les perdre. Et voilà, j'avais une discussion avec une chef accessoiriste il n'y a pas longtemps qui me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais bien me former à la 3D. » Alors, oui, pourquoi pas. En effet, l'impression de 3D, c'est important dans nos métiers. Et je ne sais pas si en props, en accessoires, c'est important, parce que l'impression, c'est utile quand tu sors des centaines ou des dizaines au moins, des dizaines d'un exemplaire unique. En props, on sort rarement des dizaines d'exemplaires uniques. Mais je dis, mais par contre, ce qui est important, c'est que tu comprennes comment ça fonctionne. Moi, je ne vais pas demander au chef de poste de savoir tout faire. Par contre, il doit savoir tout ce qu'il peut faire. Et comment choisir son équipe pour savoir... ok, cette personne-là, elle va m'aider à faire mes décors RAW en 3D. Cette personne-là, je sais qu'on peut faire ces choses-là en silicone. Très bien, je vais l'apprendre. Voilà, c'est juste avoir une connaissance de comment on fabrique et des nouvelles technologies pour les intégrer. C'est jamais un gros mot. Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Et parce que si on n'a pas ce talent, on est vite au bord de la catastrophe économique. En fait, ces chefs de poste, ils doivent avoir une vision de
du nombre de gens dont ils ont besoin pour faire dans un temps imparti, savoir le coût que ça va avoir. Par exemple, en déco, le chef déco, c'était cadré comme on n'a jamais vu. Les marionnettes, c'était beaucoup plus compliqué. Ils ont mis je ne sais pas combien de temps, enfin il a fallu engager des gens parce qu'il avait une idée vague du temps nécessaire pour fabriquer 120 marionnettes, mais on aurait aimé que ce soit plus précis. Ça sent son vécu, là. Non, mais voilà, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans la stop motion que c'est quand même... Et puis chaque film était presque une nouvelle expérience. Un cas tout con, c'est que nous, l'Indien, les plumes sont blanches, et ça fait des années que le chef-op nous dit « mais arrêtez de peindre ces plumes en blanc, moi ça fait réflexion, toutes les lumières que je mets ». Et donc il doit casser ça avec des petits volets, etc. On a dit, bah oui, mais non, ça restera blanc. Mais voilà, on ne se rend pas toujours compte des contraintes physiques, de temps, de tout ça. Et ces gens-là doivent pouvoir... Alors parfois, ça peut être un scénographe de théâtre qui peut être génial pour la stop-mo aussi. Hein. Pas... Ça, notamment dans les phases de pré-prod qui vont déterminer après toute la fabrication. C'est se parler avec tous ces départements très longtemps en amont. C'est ce qui fait qu'on arrive à le mieux maîtriser son outil, parce que c'est ça le problème principal, je pense, en stop motion, c'est d'arriver à maîtriser. C'est quand même des gros bateaux qui quittent le port, et une fois qu'il est parti... il y a un peu d'inertie. Voilà, donc plus on maîtrise tout ça, mieux c'est. Tu m'as dit un truc aussi qui m'a bien frappé quand on a discuté en amont. Tu disais les prods voudraient toujours avoir les meilleurs artistes et techniciens internationaux. C'est pas forcément une bonne idée, car ils ont travaillé dans le luxe, ils sont pas à l'aise dans un contexte d'économie plus contrainte. Bah, je sais pas ce que... C'est assez intéressant parce que où ça m'intéresse, c'est que ça laisse la place. Je veux dire, c'est pas toujours le top standard qui va permettre la meilleure équipe en fait, qui va développer un projet. Je me rends compte que quand on cherche, alors c'est surtout sur les animateurs, je trouve, mais, parce que c'était le premier, la première réflexion que je me suis faite, c'est en discutant avec des animateurs de Sauvage, en disant les quotas ils sont hauts. Alors les quotas étaient de 4 secondes. Bon, ouais, peut-être c'est haut par rapport à Pinocchio, mais par rapport à la France, c'est pas très haut, ça va. Enfin, c'est bien. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte que vous avez bossé sur Frankenweenie, donc vous êtes les cadors et vous n'êtes pas capable de faire plus de 2 secondes ou 20 images par jour. Il y a un truc qui n'est pas logique. Enfin, vous êtes censé être super bon, donc si tu es super bon, tu dois pouvoir t'adapter. Et c'était très dur. Hein. Et finalement, ils ont réussi. Hein. C'était pas mais c'est vrai que c'est des réflexions comme ça où... Voilà, juste essayer de rapporter le niveau du projet à ce qu'on peut s'offrir, en fait, tout simplement. Sachant que l'économie d'un long métrage de stop motion en Europe n'est pas celle qu'on rencontre aux États-Unis, et loin de là. Ouais, c'est clair. Oui, puis à nouveau, je pense que ça fait partie du charme de la stop motion, de parfois sentir pas la mauvaise animation, mais sentir que voilà, les Américains ils cherchent généralement la perfection, mais on a parfois envie de dire pourquoi vous la cherchez en stop motion, faites-le directement en 3D. Tout à l'heure, tu parlais d'accident. C'est ce qui est chouette comme quelque chose la stop motion, c'est l'accident, c'est le truc qui ne devait pas... On est quand même devant une caméra, on peut même adapter le cadre, le plan... sur le tournage même, c'est ça qui fait vraiment le charme de la stop motion. Et quand je disais effectivement que avoir les meilleurs sur le set, s'ils ont travaillé que sur des productions de Richard, Hartman ou aux États-Unis, ils ont perdu certains réflexes. Et donc, ils se retrouvent dans des productions plus bricolées. C'est plus compliqué pour eux de retrouver cette fraîcheur quelque part. C'est aussi une question de fraîcheur. Par exemple, pour être concret sur Sauvage, Claude Barras, il ne cherche pas la perfection du tout. Il cherche l'émotion dans l'animation, dans la marionnette, mais pas du tout la perfection dans le mouvement spécialement. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et parfois, ces animateurs ont un peu
peuvent avoir un peu perdu ça. Ils le retrouvent hein, généralement, mais ça prend un peu de temps quand même. On va passer, parce que le temps coule, sur les questions de formation. Camille, je ne te connaissais pas avant qu'on se parle il y a quelques jours, et ce que tu m'as dit de ton parcours me semble être un exemple à la fois d'opiniâtreté, mais aussi de capacité à saisir les opportunités. Est-ce que tu peux nous dire un mot de les endroits par où tu es passé pour exercer le métier que tu exerces aujourd'hui, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je trouve que c'est très intéressant pour illustrer la question de la formation. Je vais essayer d'être brève, parce que sinon ça serait un peu long. Oui. Je crois, mais pour commencer, j'ai fait une formation au lycée de graphisme. Après, je suis partie à Paris faire une école de métiers d'art qui s'appelle l'école Boulle. Donc j'étais dans, on va dire, métier d'art et artisanat, quoi. Et ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise où j'étais peintre coloriste, où je faisais des recherches couleurs au pistolet, aérographe et tout ça, pour des prototypes de cosmétiques. Et à partir de là, je me suis dit, bon, quand même, quand j'étais au lycée, je voyais nos profs nous montraient beaucoup de clips de stop-mo et des choses un peu plus bricolées, mais assez poussées quand même. Et ça m'attirait beaucoup, et du coup, je me suis dit, bon, quand même, ça fait longtemps que... Enfin, en parallèle de l'école Boulle, j'avais postulé dans des écoles d'animation, mais en fait, j'avais été prise à l'école Boulle, donc bon, j'ai pas craché dessus non plus, quand même. Et après, j'ai voulu revenir vers ce truc-là, et donc j'ai lâché mon boulot et j'ai essayé de me former toute seule, en fait, chez moi, en commençant à fabriquer des marionnettes et des bouts de décor sans trop savoir si c'était bien ou pas. Et après, en essayant d'aller justement la première fois au Festival de Rennes, j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont permis de notamment rencontrer d'autres personnes qui m'ont permis de faire des stages, notamment pour la première fois sur le film de Emmanuel Gorgiard, Dorothy la vagabonde. J'ai réussi à faire un stage à Vivement Lundi, ce qui m'a permis en fait d'apprendre aussi d'autres choses, etc. Et je me suis aussi financé une formation qui avait eu lieu à JPL. Enfin bon, voilà, plein d'étapes qui font que dans un premier temps, j'ai essayé de me former toute seule pour ensuite en apprendre le plus possible dans les studios et d'exercer chez moi ce que j'avais appris dans les studios. Et ensuite, il y a eu cette formation Start Motion là, qui est rentrée, on va dire, dans ce gloubi-boulga de tout ça. Et du coup, j'ai eu l'occasion de la faire. Et même si j'avais déjà expérimenté beaucoup de choses, ça m'a permis de continuer à expérimenter sur place pendant la formation et aussi d'apprendre des choses que j'avais pas réussi soit à apprendre toute seule, soit oser toute seule, notamment l'animation. Dans ce domaine-là, j'ai beaucoup appris pendant la formation, et après d'avoir aussi une vision globale que j'avais commencé à avoir, mais qui m'a permis d'affiner tout ça. Et le fait aussi de pouvoir faire des stages, donc ça m'a permis aussi d'aller voir aussi dans d'autres studios comment ça se passait, et d'affiner en fait tous ces savoir-faire là, et d'essayer d'adapter au maximum les choses que j'avais apprises dans des domaines qui ne sont pas forcément en rapport avec la stop-mo. Et d'essayer de les adapter le plus possible, quoi. Peut-être intéressant de préciser que tu as bénéficié d'une bourse, je crois, quand tu étais à Lorient, oui. de la part de la région Bretagne, qui a rendu possible aussi le fait que tu Oui, parce que cette sinon, j'aurais pas du tout pu... Enfin, je rentrais dans aucune case pour me faire financer ou pour... voilà, donc c'était comme la plupart des gens, je pense, durant la formation. Et il y avait une bourse... Enfin, la formation avait été financée par la région, si je me trompe pas. Et ensuite, il y avait un système de bourse qui a été mis en place pour les personnes qui n'avaient pas de revenus pendant la formation, puisque soit certains étaient intermittents, rares, enfin il n'y en avait pas beaucoup, et d'autres qui étaient soit au chômage, soit qui n'avaient aucun revenu, puisque plus de chômage. Donc la région avait permis aux personnes sans revenus d'avoir un minimum, quoi, pour au moins subvenir aux besoins de chacun et chacune. Et aujourd'hui, tu enchaînes... Enfin, autant que faire se peut les tournages, et tu as le statut d'intermittent, donc tu as accédé à ton rêve. Oui, c'est ça. Ça illustre pour moi assez bien, mais je voudrais avoir votre opinion sur cette question-là, la question
de la mixité entre apprentissage théorique, apport théorique d'une formation, et l'expérience dans les studios qui vient enrichir ça. Est-ce que sur la formation de ces nouveaux talents, vous êtes sur une perspective comme ça aussi? Je pense qu'on est encore un peu sur un système de compagnonnage ou voilà, l'apprentissage sur le terrain compte autant que l'apprentissage théorique ou à l'école quelque part. Enfin, je pense que ça, c'est la plus grande particularité de la stop motion, c'est que on peut sortir d'une école de 2D, être excellent dessinateur, arriver dans un studio directement, etc. La formation en stop motion, elle a encore à voir avec le compagnonnage où on a un maître qui apprend. Ouais, je suis d'accord. Et là, je réagissais intérieurement à ce que tu disais. Non, ce que je trouve super avec les artistes de stop-mo, c'est la grande motivation dont ils peuvent faire preuve pour accéder à ce qu'ils ont envie de faire. Donc il y a le parcours de Camille, mais évidemment, c'est pas le seul. Je pense à Agnès Lecreux qui a fait une école de design et qui nous envoie, l'école ne veut pas que son projet de fin d'année soit un film de stop-mo. Eh ben, elle fait, c'est pas grave, je vais faire un livre, et elle nous envoie le livre, et c'est Dimitri. J'ai vu Xavier Truchon qui a commencé chez nous en stage et qui est passé animateur, et voilà, il était à l'MK et il commençait à avoir des petites choses en stop-mo, mais c'était bah vas-y, fais. Voilà, il a pris l'outil qui était l'école et il s'en est servi. Ils ont accepté qu'il fasse ça, et c'est un super animateur. Il y a plein d'exemples de stagiaires qui sont venus chez nous et qui font qui ne lâchent pas le truc, même s'il n'y a pas de formation. Et ben, ils nous redemandent est-ce que je peux revenir en stage et tout ça. Et on sent vraiment une grande motivation. Je ne dis pas qu'en 2D ou 3D, il n'y a pas de motivation, mais comme il n'y a pas d'école, ben, il faut être malin, il faut passer outre pour arriver jusqu'à nous, quoi. Ça crée des solidarités fortes aussi entre les techniciens. Camille, tu vas peut-être me contredire, mais il me semblait aussi que tu disais que parmi la promotion dans laquelle tu étais, il y a des gens qui aujourd'hui font plus du tout de cinéma de stop motion. Donc c'est pas non plus la vie rêvée des futurs artistes de la stop motion. Ça c'est le cas un peu pour moi, de mon point de vue, dans toutes les formations, même dans les écoles moins professionnalisantes ou quoi. Il y a toujours un pourcentage en fait qui va, toujours, je sais pas, mais souvent en tout cas, un pourcentage qui va continuer dans le domaine, et ensuite il y en a qui soit se rendent compte que c'est pas forcément ce qu'ils avaient imaginé, ou alors des aléas de la vie qui font que il se passe autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu souvent, il n'y a jamais 100% des personnes qui font... c'est pas ce que je voulais dire, mais on était en train de décrire un parcours qui semble... on a bien compris que ta personnalité, ton opiniâtreté a fait beaucoup pour que ça se réalise, mais... Géographiquement, sa zone d'habitation fait aussi beaucoup. Si tu es loin d'un studio et que tu veux plus bouger, passer ta vie de studio en studio, malheureusement... tu as peu de chances de trouver du travail, et ça joue. Dernière question avant qu'on passe à Génération Start Motion. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que dans la future école, dans les futures formations Stop Motion, c'est la spécialisation métier qui est un atout ou une certaine polyvalence? Vaste question. Non, mais moi, ce que j'appréciais, parce que j'étais venu 2-3 jours à Start Motion, c'était que vous faisiez de tout. Comme tu disais, tu avais eu envie de tâter à l'animation, mais tu n'osais pas. Et là, on vous disait, lancez-vous, faites chacun un film ou mettez-vous ensemble. Et quand on avait réfléchi après à Barcelone sur une formation plus longue sur 2 ans, l'idée qui surgissait, c'était que la première année soit assez polyvalente, et puis qu'après, on voit où son instinct... Il peut y avoir des petits génies dans les structures de marionnettes, d'autres dans des décors. Enfin, c'est difficile de dire avant de commencer, tiens, moi je veux faire les structures, les squelettes des marionnettes. C'est en le faisant qu'on voit si on est doué, pas doué, si on a envie de ça. Ça peut être très frustrant de faire des structures de marionnettes à longueur de journée. Par exemple, les gens aiment beaucoup venir sur Panico Village parce qu'ils font de tout. Nous, on n'a pas de spécialisation. Comme il n'y a pas de marionnettes articulées, c'est assez facile. Donc,
Vous pouvez vous retrouver à installer un décor sur le plateau, à peindre des personnages, à faire du décor. Enfin, Et c'est avec le temps, peut-être, que la spécialisation que s'installe. la personne se dit, ah ben, moi j'aime bien faire ça, et puis elle se Christine Polis, au début, elle faisait de tout. Maintenant, c'est une des grandes spécialistes des rigues et des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'avoir une première année de formation assez polyvalente et puis se spécialiser dans un deuxième temps, c'est bien. Alors, on va passer à la présentation de cette formation Génération Start Motion. Je t'ai peu sollicité, Perrine. Est-ce que les débats qu'on vient d'avoir t'ont inspiré des réflexions? Oui, nous vraiment le renforcement de notre soutien à la formation, il est assez récent. On aide historiquement des écoles depuis un moment au CNC, dont la Fémis, la Cinéfabrique, Courtrajmé. Mais c'est vrai que la Grande Fabrique de l'Image, avec ses 34 lauréats formation, ça nous donne une attention particulière à tout ça. Et évidemment, c'est hyper intéressant de savoir comment, dans ce dialogue très étroit, qui est en plus une grande vertu de l'animation, de faire dialoguer aussi l'industrie et la formation, de savoir aussi comment comment les compétences évoluent et comment aussi tout le secteur porte aussi l'évolution de la formation. C'est évidemment passionnant et ça nous donne aussi envie de faire en sorte que ce dialogue-là il puisse exister aussi dans d'autres domaines, dans le live, tout ça. Donc Franck Vial nous rejoint pour avec Film en Bretagne et l'ensemble des adhérents à l'initiative de cette formation qui se mène avec l'École des Beaux-Arts de Bretagne, mais tu vas nous en dire beaucoup plus en peu de temps. En peu de temps. Bon, je ne vais pas revenir. Effectivement, il y a eu une expérimentation à périmètre régional à laquelle justement Camille a participé, comme d'autres, avec, comme l'a raconté Camille, des parcours qui ont continué. Il y a Camille, il y a Marie, Catio, qui est en ce moment à Valence, là, en train de travailler avec Imke Claire. Voilà, il y a des parcours qui se prolongent, d'autres qui ne se prolongent pas. C'est un peu, pour citer un cours d'économie qu'on a longtemps cité dans d'autres attributions, c'est dans ce métier-là, il y a aussi la capacité à évoluer en milieu hostile qui joue beaucoup. Voilà, il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que les rencontres, il y a aussi cette capacité à évoluer en milieu hostile, la résistance et l'opiniâtreté qui est une grande qualité justement. Voilà, pour rebondir là-dessus, on s'est dit, bon voilà, il y a une statistique qui fait que c'est bien, et en même temps, forcément, un marché, est-ce que ce marché du travail est en capacité d'absorber 10 personnes régulièrement, des nouveaux arrivants, on va dire, dans une formation généraliste, ou formés de manière généraliste? Là, on s'est posé la question, et très vite, on s'est dit, il y a plutôt l'idée de penser cette formation à l'échelle européenne, en tout cas de la voir plus grande, sur un marché de niche où finalement, tu me corriges si je me trompe, Mathieu, mais je pense que c'est 4000 personnes à peu près, la communauté du Stopmo Europe entière. Du professionnel, c'est quelque chose de cet ordre-là, donc on est très loin des chiffres de la prise de vue réelle ou des autres genres de création. Et là, il y a quelque chose comme ça dans la circulation aussi, les mobilités. Enfin, ça fait partie de l'ADN en fait de ce métier. Et on s'est dit, il faut mettre ça en commun. En fait, ce qui existe à l'échelle de la coproduction des films, le traduire aussi dans la formation, l'échange de savoir avec des mobilités autant des apprenants que des formateurs. En fait, c'était dans ces termes-là qu'on s'est retrouvés. Effectivement, Vincent était là à Barcelone. Depuis, ce projet il a évolué, le Covid est passé par là, réfléchir à des mobilités en plein Covid c'était quand même une gageure, et on a modélisé ce projet sur un axe de formation initiale qui est pris en charge par l'École des Beaux-Arts de Bretagne sur le modèle de la première formation Start Motion, c'est-à-dire généraliste sur toute la chaîne de fabrication, programme long de formation DNA intégré à l'École des Beaux-Arts de Bretagne. Une deuxième phase de formation, pour rebondir sur ce qu'on s'était dit, qui était qui sera une phase de spécialisation, pris en charge en partie par l'École des Beaux-Arts de Bretagne, en partie par nous,
sur vraiment là des savoirs ou des savoir-faire spécifiques qui tiennent autant à l'innovation, on va dire, qu'à des métiers spécifiques. Et puis, cet enjeu qui avait été pointé assez vite aussi, qui était le renouvellement générationnel des cadres, des encadrants en fait dans les équipes, ce que tu as très bien dit Mathieu tout à l'heure, qui fait aussi partie intégrante de ce programme. Après, on est dans un temps particulier. Ce programme, on devrait le lancer à l'automne. On est dans ce temps particulier où le ralentissement de l'activité fait aussi qu'on est dans le calibrage du nombre de gens qu'on veut former sur des métiers en tension qui bougent aussi les uns les autres. Hier, on a aussi vu toutes les évolutions qui ont trait à l'innovation, l'intelligence artificielle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça télescoper, je dirais, une vision qui pourrait être binaire de l'affaire. Et on est en train un petit peu de jauger tout ça pour pouvoir lancer à l'automne. Voilà. Après j'ai fini. C'est un projet aussi qui est multivolet, et ça c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on s'est dit on va travailler les interactions entre formation, intégration dans la pratique, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur l'activité des studios. C'est vrai qu'à ce moment-là, on était plutôt dans un regain d'activité. Là, on s'est un peu freiné. Bon, il y a tout ça, il faut qu'on voit comment ça s'ajuste. Mais c'était important, la mise en pratique des savoirs de manière immédiate, et vraiment, vous l'avez très bien dit, hein, c'est-à-dire sortir d'une formation en StopMo, ça ne veut pas dire maîtriser complètement le savoir-faire. C'est dans la pratique que ça va évoluer, etc. Donc c'est vraiment mettre en place ce cercle vertueux. Mais il y a aussi un projet de recherche qu'on a voulu lancer avec vraiment comment on intègre une nouvelle vision de ce métier dans un objectif à la fois de transition écologique mais aussi de santé au travail, parce que ça fait partie aussi de l'affaire, en intégrant peut-être de nouveaux usages de fabrication aussi. Hein, si on est sur des matériaux composites, il y a peut-être de l'impression 3D des prototypes, par exemple. On peut imaginer gagner du temps, de multiplier les prototypes dans les phases de développement pour des raisons de montée en gamme, par exemple. On peut imaginer plein de choses, en fait. C'était vraiment là-dessus. Et puis aussi un endroit d'échange de savoir finalement moins formel, appuyé sur une résidence de développement de projet en stop motion, en se disant multiplier les occasions d'ancrage d'artistes sur le territoire, des gens qui passent, s'ancrent, échangent avec d'autres, en emmènent, les font revenir. Enfin, voilà, cette plateforme-là, on pense que c'est aussi vertueux. Et enfin, puisque ça, tu l'as bien dit, Perrine, aussi en début de rendez-vous, il y a la question de l'observation. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois que je cherche des données isolées sur le stop motion, elles sont noyées dans les données de l'animation. C'est assez compliqué, donc on y va au cas par cas. Alors, c'est vrai que le marché de niche permet de localiser, mais à chaque fois, il faut recommencer, en fait. Et là, il faut qu'on arrive à systématiser quelque chose qui soit de l'ordre de la veille, où on ait des datas sur lesquelles s'appuyer pour travailler, justement, objectiver, évaluer et faire des bilans. Tu vas parler de l'automne pour le lancement. Oui, alors le projet, il a commencé à plein d'endroits parce qu'il est multivolé. Donc, ce que nous sommes en train de faire fait partie du projet, par exemple. Mais il y a aussi le DNA, il a déjà 2 saisons, en fait, à l'École des Beaux-Arts. L'objectif n'était pas de le mettre en place, mais de le déployer. C'est-à-dire d'avoir un objectif d'accueillir non pas forcément 6 par la suite, mais 10, de renforcer aussi les effectifs d'enseignants et de formateurs, et puis d'avoir une infrastructure aussi et des moyens techniques qui soient mis à jour ou étendus. Pour les personnes, ça pourrait intéresser dans la salle, les informations sont disponibles? Alors, la description du projet, elle est déjà disponible sur nos pages depuis le début, je dirais. Et on va lancer un site spécifique d'ici l'été, avec vraiment comment on postule, etc. Mais ce sera intégré juste pour
ça va être intégré, ce qui concerne la formation continue, va être intégré à notre plan pluriannuel de formation. Donc on sera vraiment sur la communication dans les attendus de la charte Calliope. Je ne vais pas rentrer dans le jargon, mais c'est vraiment une information par newsletter, un grand partage dans les divers réseaux qui concernent la formation, etc. On a réussi à garder un quart d'heure pour les questions-réponses. Juste un mot, Mathieu, il y a un engagement fort des studios, tu parlais des 2 studios rennais, sur cette formation-là, qui n'est pas seulement de mettre une signature au bas d'un papier, mais de s'engager vraiment. Nous, on a envie d'être partie prenante, et je pense que c'est réciproque. Parce que, mais comme Camille, c'est quelqu'un qu'on accompagne, et en tout cas... que ce soit en sortant de l'école, puisqu'elle a aussi fait, tu l'as pas dit, mais tu as fait en sortant de l'école quand même. Je lui ai dit d'aller vite. On a un peu poussé. Mais non, et puis aussi, ça me paraît, moi, hyper important qu'une école soit en lien avec les entreprises. Et je ne parle pas que de JPL ou Vivement Lundi, c'est Panic, c'est Ilan chez Foliascope, Folimage, Xbo, enfin tous les gens qui font de la stop-mo, pour essayer aussi de dire à un moment... on n'a pas besoin de déco en ce moment, il y en a plein, c'est plutôt des animateurs, ou c'est plutôt parce qu'il y a un métier qui est vraiment, vraiment spécifique à la stop-mo, c'est les marionnettes, parce que les décorateurs, déjà les formations des beaux-arts nous permettent d'accéder à des artistes très, très talentueux. Mais l'armature, les produits, les mousses de latex, le silicone, les impressions 3D, tout ça, c'est vraiment spécifique à la stop-mo. Il n'y a pas un autre métier qui peut... peut-être un peu la joaillerie pour les armatures, qui peut vraiment accéder à ce savoir-faire. Donc on sera évidemment vigilant sur les formations qui seront proposées. Et actif. Exactement. Oui, bien sûr, Perrine. Et pendant ce temps-là, réfléchissez à votre première question, parce que je ne vais pas tarder à vous solliciter. Oui, juste aussi pour conclure aussi un peu du point de vue du CNC, la façon dont on essaie d'accompagner aussi plus globalement la formation dans le secteur cinéma audiovisuel. Donc il y a évidemment un enjeu qui nous semblait très intéressant dans ce projet porté par Film en Bretagne et l'École des Beaux-Arts de Rennes, c'est que la formation concerne à la fois la formation initiale mais aussi la formation continue. Ça, la formation continue, c'est un enjeu extrêmement important. Nous, on essaie de faire en sorte aussi de renforcer notre discours pour inciter à la fois les intermittents mais aussi les auteurs qui ont le droit de mobiliser d'un fonds des droits à la formation, de se former tout au long de la vie. Et du coup, là, c'est un exemple très intéressant où on sent que la formation continue, elle va justement être issue de ce dialogue-là très fin entre l'évolution un peu au jour le jour des besoins du secteur et l'offre de formation qui sera proposée dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un élément évidemment très important et très pertinent, nous, du point de vue, de notre point de vue au CNC. Il y a une autre question qui s'ouvre, c'est aussi la question de la porosité entre les formations à l'animation et les formations plus généralistes au métier du cinéma. Vous parliez des tensions sur les postes de chef opérateur aussi. C'est aussi une question qui peut se poser d'éventuelles passerelles en fait, menées avec d'autres écoles qu'on soutient aussi depuis longtemps et dans le cadre de la Grande Fabrique de l'Image. Et puis enfin, un point sur lequel nous, on essaie d'insister beaucoup et qui est aussi une priorité du ministère maintenant, c'est le déploiement de l'apprentissage. Et quand je vous entendais aussi parler de compagnonnage, apprentissage, il y a quand même un dispositif qui est vraiment soutenu par les pouvoirs publics, une société de production qui embauche un apprenti, elle est aidée à hauteur de 6 000 € par an. Et voilà, et quand je vous entendais parler du temps long, du long métrage aussi, qui permettait de faire monter en compétences, c'est exactement les objectifs de l'apprentissage. Donc j'incite aussi collectivement, à la fois les collectivités territoriales, les producteurs, les formations, à s'emparer aussi de cette question-là, qui est une question fondamentale pour les élèves, puisque ça leur permet d'assumer les coûts de formation, qui pérennise aussi les modèles économiques des écoles et qui permet aussi au secteur, aux producteurs de fidéliser et d'accompagner des talents un peu au long cours. Donc il y a ce dispositif de l'apprentissage qui est vraiment soutenu, sur lequel nous on essaie d'inciter beaucoup à son déploiement et sur lesquels on essaie aussi d'accompagner les formations et les producteurs au déploiement de l'apprentissage dans nos écoles. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des fuites? Au centre, s'il vous plaît, madame. Je commence. Bonjour, Tim Mentler. Ouais, bonjour.
J'ai une double question. Je me présente rapidement. Moi, j'ai travaillé plutôt dans les effets visuels, mais aussi dans l'animation. J'ai une double question à Perrine Vincent. Vous avez cité les 3 longs métrages et les 18 courts métrages qui ont été soutenus par le CNC sur 4 ans. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le contexte de l'ensemble des films d'animation qui ont reçu un soutien? Parce que je trouve hors contexte, ces chiffres ne parlent pas énormément. Première question. Aussi, est-ce que, je ne sais pas si c'est vraiment une question de CNC, mais dans l'ensemble de l'animation, même outre-Atlantique, il y a quand même une dégringolade en ce moment qui me semble liée entre autres au crédit d'impôt. Est-ce qu'il y a une politique de crédit d'impôt pour les films d'animation et le stop motion? Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie qui s'adresse plus à Mathieu et Vincent en tant que producteurs, c'est est-ce que les dernières réformes de l'assurance chômage et des conventions collectives qui ont baissé de plus de 20% les salaires des débutants quand ils rentrent dans la vie professionnelle, est-ce que vous avez l'impression que ça a vraiment fait du bien à nos métiers? Parce que moi je ne suis pas vraiment convaincu de ça. Alors sur les chiffres de l'animation, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas les chiffres vraiment du volume des films en animation. Enfin, en long métrage, c'est 7 longs métrages grand maximum agréés par an en animation. Voilà, donc là, on est sur 3 films en 4-5 ans, sur une petite trentaine, quoi. En gros, côté audiovisuel, j'ai pas du tout les chiffres en tête, mais pour le coup, tous les chiffres sur l'animation sont disponibles dans les bilans de la production audiovisuelle, qui ont fait d'ailleurs l'objet d'une publication très récente. Et quant aux questions de crédit d'impôt, alors les dispositifs à la fois crédits d'impôt nationaux et internationaux ont été confortés de nouveau cette année. Donc il y a bien des crédits d'impôt qui existent, des crédits d'impôt nationaux et internationaux, et les 2 dispositifs ont été renforcés. Ont été confortés en tout cas très récemment. Je me trompe peut-être parce que je suis pas du tout, pour le coup, c'est pas du tout ma spécialité, mais il me semble qu'il n'y a pas de spécificité propre à l'animation. Voilà, c'est un crédit d'impôt qui concerne, il y a un crédit d'impôt cinéma, un crédit d'impôt audiovisuel, mais il n'y a pas, il me semble, de spécificité pour l'animation. Mais en tout cas, les dispositifs existent et constituent des aides importantes pour les producteurs. Et concernant, j'ai pas bien compris la question sur la convention collective parce qu'elle n'a pas baissé. Alors peut-être elle monte pas aussi vite que l'inflation, ce qui, ça c'est possible. Mais... Non, je faisais référence au fait qu'on a créé le poste de soi-disant junior. Donc on a mais ça n'existe plus, ça. L'assistant ou l'adjoint qui a un salaire d'entrée de 92-93 euros par jour, alors que c'était 125 avant. Et donc ça existe depuis quelques années, depuis 5-6 ans. Je sais qu'il y a eu un moment, en effet, il y avait cette question, mais ça a été réglé, je crois. J'ai pas, en tout cas... elle augmente tous les ans. Et après, il y a des postes d'assistants. C'est à chaque production de voir si, en effet, quand on est assistant, on est vraiment assistant. On n'est pas, quand on est assistant animateur, on n'est pas animateur. Ça, c'est la seule chose que je peux, étant confronté à ces questions-là dans le cadre des rencontres animation formation d'Angoulême, c'est que la convention collective, c'est un objet vivant. C'est en permanence, il y a des parties qui sont travaillées. Donc ces questions-là, comme d'autres, elles sont réexaminées de façon récurrente par les partenaires sociaux. Voilà ce que je peux ajouter sur cette question. Bonjour. Ma question, c'est pour Mathieu Courtois. Tout à l'heure, vous disiez que votre boîte aux lettres débordait de CV en ce moment. Et après, vous avez dit que vous aviez manqué de talent et que vous aviez dû recruter des juniors. Est-ce que vous pouvez préciser dans les deux cas? C'est toute technique confondue. Les pas CV, que Stop c'est Mo. toute technique confondue. Et pour le coup, c'est plutôt de la 2D. C'est plutôt de la 2D que ça vient. Ouais. Tout arrive en trop et tout manque. Non. Sur la Stop Mo, on va avoir des manques sur certains postes.
mais en ce moment, mais ça c'était une réflexion plus générale au sujet de l'animation et du ralentissement qu'il peut y avoir, c'est qu'on reçoit de plus en plus de CV, mais plutôt en 2D, où là, et là j'ai pas de manque, je me plains pas du tout, au contraire, mais c'est surtout ça. En stop motion, c'est vraiment, on peut avoir, quand on a voilà, une prod comme Sauvage, trouver des équipes. Il y a deux choses, c'est trouver les personnes qui vont être capables de faire ce qu'on va demander et après qui acceptent de bouger là où va se passer la fabrication. Donc voilà, typiquement sur Sauvage, le chef marionnette, il est à 30 km d'Annecy. Et ben, faut proposer à des gens d'accepter pendant 9 mois d'aller dans un tout petit village dans la montagne pendant 9 mois. Donc, c'est-à-dire partir. Donc, ça veut dire pour les gens qui ont des familles, c'est très compliqué parce que malheureusement, j'aurais pas les moyens de payer l'avion, le train, la voiture tous les week-ends pour faire l'aller-retour. Donc, voilà, c'est une petite équation. Mais quand je disais ça, c'était vraiment quand je reçois plein de CV. En ce moment, c'est plutôt sur la 2D où en effet, je reçois énormément de CV, par exemple des gens des Gobelins ou même des stages. Je reçois maintenant des gens qui sont aux Gobelins qui me demandent un stage, mais c'est en 25 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Et donc c'est un peu symptomatique de ce qui se passe aussi. C'est énormément d'étudiants, un ralentissement du travail, donc on élargit sa zone de recherche, c'est normal. Merci. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question ? Pour le volet formation, est-ce que vous envisagez, vous parliez d'une formation continue du coup, vous envisagez de pouvoir intégrer à votre projet des modules de 15 jours, juste rigging, juste armature, mouvement de caméra, des trucs pour des professionnels déjà intermittents ? C'est précisément l'objet. C'est-à-dire qu'on ne reproduira pas, dans le cadre de la formation continue, le programme long global. Pour nous, c'est ce qui est pris en charge par les AP aujourd'hui. Voilà, c'est les nouveaux arrivants. Nous, on va se concentrer sur les segments de ce parcours, vraiment sur de la spécialisation, sur de l'entretien de compétences et sur la montée en compétences d'encadrement. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire. Oui, moi j'avais 2 remarques et 2 questions. Sur les remarques, c'est simplement qu'on a à mettre, je pense, en valeur les écoles qui font des cours et des enseignements en stop motion. Puisque bon, c'est vrai que l'école des beaux-arts de Bretagne, c'est l'école des beaux-arts, et c'est super qu'elle fasse en fait un parcours stop motion. Et il y a d'autres écoles aussi qui existent et qui fonctionnent très très bien dans ce cadre-là. Et donc, c'est pas toujours de dire on va créer une école de stop motion, puisqu'il existe des enseignements en stop motion en France. C'était la première remarque. La deuxième, c'est qu'en formation continue, je pense qu'il est important en effet de choisir des possibilités de faire des formations courtes, vraiment spécialisées, pour que en fait, l'ensemble des professionnels puissent rentrer en fonction des différents métiers, de la diversité des métiers. J'avais 2 questions. La première, c'est pour Film en Bretagne. Est-ce que dans le réseau, une école comme l'EMCA pourra rentrer dans le futur réseau qui va être mis en place? Et puis je pose ma deuxième question. Au CNC, il y a des écoles qui sont des écoles de cinéma, la FEMIS, vous avez cité, etc., qui sont subventionnées par le CNC, et il n'y a pas d'école de cinéma d'animation subventionnée. Pourtant, il y a des écoles publiques de cinéma d'animation. Est-ce qu'un jour, les écoles historiques pourraient être rejointes par une école de cinéma d'animation subventionnée par le CNC? Alors c'est vrai qu'on ne soutient pas directement au fonctionnement d'écoles d'animation. Après, en toute objectivité, là, on n'a pas vocation à soutenir beaucoup plus d'écoles que ce qu'on aide actuellement, parce que voilà, nos capacités aussi financières sont limitées. Nous, là où on va dire qu'on renforce notre action dans le champ de la formation, c'est d'essayer le mieux possible de faire dialoguer industrie et formation, et on va dire que tout ça, à terme, devrait bénéficier aussi à l'écosystème des écoles en général. Voilà, donc c'est plutôt ce point de vue-là sur lequel on insiste beaucoup. Et puis effectivement, la Grande Fabrique de l'Image, ça a été une occasion pour nous justement de travailler un peu plus finement sur ces enjeux de formation dont on va qu'on va évidemment essayer d'animer en fonction des secteurs. Donc animation, tournage, VFX, jeux vidéo aussi. Voilà. Pour vos...
Pour vous répondre, aujourd'hui, on a monté un consortium avec l'École des Beaux-Arts de Bretagne. Ça, c'est le consortium affiché du projet Génération Start Motion. Mais il y a un consortium plus large, je dirais, en réalité, un consortium opérationnel qui est aujourd'hui constitué de l'École des Beaux-Arts, de Film en Bretagne, des studios René, de l'AFCA, voilà, et du labo qu'héberge le CNRS à Lorient sur la recherche matière qu'on veut lancer. Là, ça, c'est le projet a été pensé comme ça au départ. Aujourd'hui, que des partenaires puissent nous rejoindre, je ne peux pas vous répondre comme ça, oui, non, a priori. Rencontrons-nous et discutons-en. En tout cas, on n'est pas fermé à ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Au même titre qu'on peut avoir des discussions à entamer avec une école comme Creative Seeds, qui est aussi lauréate de France 2030 sur des questions d'hybridation qu'on se pose sur les pratiques, en fait. Et après, c'est pas... je vais être un peu dur, mais c'est pas une initiation qui fait que des gens sortent d'une école d'animation en disant je sais faire de la stop-mo, très sincèrement. Et je le sais puisque j'en ai des gens, j'en connais beaucoup. Ok, c'est super, vous avez découvert, mais c'est pas assez. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a discuté avec les AB et on s'est réunis en disant les écoles les studios de 2D, les studios de 3D ont besoin de gens très formés et très talentueux. On a besoin de la même chose en stop-mo. Donc ça sous-entend que c'est du full-time, c'est pas juste 3 heures par semaine. Donc c'est très technique, il y a besoin de s'entraîner, il y a besoin d'avoir des professionnels et des professionnels qui sont corrélés au monde professionnel et qui sont dans les studios. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on dit si on veut créer une école stop-mo, on ne va pas, c'est pas un gros mot, on veut le faire. Voilà. Après, juste pour préciser ça, c'est qu'on s'est aussi basé sur un principe, parce que Perrine a rappelé le principe de l'établissement public qu'on a voulu créer. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi un autre point dans le dossier qu'on a monté, qui était de ne pas créer d'infrastructures nouvelles. C'était de travailler justement à l'endroit des articulations, là où il y a des trous dans la raquette, en fait, parce qu'il y a des formations, il y a des formations initiales, il y a des formations continues, il y a un certain nombre de choses. C'est comment on travaille un continuum, parce que c'est là où il y avait un sujet, me semble-t-il. Aujourd'hui, tout ce qui pourra contribuer à établir ce continuum pourra être étudié. C'est un peu le sens du projet. Bonjour. Ah oui, c'est moi. Pardon. Oui, je voulais juste prendre la parole un peu sur le mode de la remarque qui rebondissait avec ce que vous disiez. D'une part, je pense que j'ai un peu le parcours trop dans la raquette, justement, dans mon cheminement, dans l'animation. Et sur la place du stop motion, le stop motion a pris une place là-dedans auquel je ne m'attendais pas forcément. À la base, j'ai fait les arts déco en animation et j'ai cheminé du coup plutôt pas tellement comme technicienne que quelqu'un qui essaye différentes techniques. Et donc maintenant, je continue de naviguer. Et dans ma vie professionnelle, finalement, on a commencé à me demander pas mal d'interventions à côté de mes travaux plus personnels ou de fabrication. Et le stop motion devient vraiment le type d'intervention numéro 1 qu'on me demande parmi toutes les techniques. Donc notamment, je travaille avec la Cinémathèque, les cinémas indépendants parisiens. Et je voulais juste dire que le stop motion, c'est vraiment l'outil que je trouve le meilleur pour travailler avec des publics qui sont loin du cinéma. Je travaille beaucoup avec les centres sociaux, centres solidaires, et je trouve que ça permet une prise en main par la technique assez simple, assez intuitive, qui me semble hyper importante. Et maintenant, quand on me demande des boulots, des interventions, assez naturellement, je vais vers la stop motion parce que c'est vraiment celle qui est la plus partageuse, la moins handicapante. Et donc, je trouve que ça a du sens aussi, vu le nombre de demandes, de mettre en lumière ou de créer comme des dispositifs comme ceux dont vous parliez. Voilà, c'est tout. Juste parce que dans le travail préliminaire qu'on avait dans le montage de ce dossier, on avait aussi un peu étudié les signaux forts, les signaux faibles un peu partout. Et effectivement, ce que vous dites, on l'avait vraiment noté, la pratique amateur
la plus répandue ou la pratique la plus utilisée dans l'éducation aux images, dans des principes d'appropriation du médium, c'est le stop motion. Et ça nous intéressait beaucoup, sachant que après on peut être aussi par goût, hein, on s'est aussi positionné, je pense les studios c'est le cas, nous aussi on travaille sur ce truc-là avec passion, aussi par goût. C'est la capacité de récit du stop motion est dingue. C'est-à-dire on peut raconter quelque chose, je parlais tout à l'heure avec Vincent de la connivence qui existe entre celui qui regarde et celui qui fait, c'est-à-dire que c'est fake, on le sait, on est renvoyé à quelque chose qui est une histoire qu'on nous raconte, ce truc-là, et cette puissance de récit, elle est, moi j'ai tendance à penser qu'elle est partagée en fait, très très vite et très facilement avec le stop motion. Et c'est quelque chose qu'on a intégré. Excusez-moi. Théo. J'avais une question à vous poser. C'est par rapport à la remarque que vous avez faite tout à l'heure sur l'IA. Dans le domaine de l'animation 2D et dans la 3D, je vois à peu près le problème, etc. Mais, enfin, les enjeux qu'il y a autour de cette question. Mais justement, j'aimerais bien avoir plus de détails sur quels sont les enjeux via l'intelligence artificielle dans le domaine de la stop motion. Alors, on en est au début des réflexions. Nous, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est que c'est pas forcément un problème. Ça pourrait être une solution. Je m'explique. Ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, c'est que quand on développe un projet en stop-mo, ça demande énormément de moyens, même que ce soit déjà la base pour l'auteur, puisque en animation, c'est une histoire, mais c'est aussi un univers graphique, et que quand on est en stop-mo, pour transmettre cet univers graphique, il faut fabriquer. Donc nous, là, on commence à chercher un peu avec l'IA pour justement éviter d'avoir à fabriquer et plutôt, avec des mots-clés, essayer de sortir des images qui pourraient être proches de l'univers dont on a envie, vers lequel on a envie d'aller. Et il y a des résultats qui sont quand même vachement probants et assez excitants. Donc l'idée, c'est pas de transformer ça en 3D, mais c'est de se dire, ok, est-ce que l'auteur va pouvoir à un moment donné éviter d'avoir à fabriquer une marionnette qui sera en plus un prototype, donc qui ne sera pas exactement ce qu'il veut, et qui pourra même être déceptif quand il sera fabriqué, et donc passer par cette IA pour générer cette image façon stop motion. Donc on en est vraiment aux prémices, mais en tout cas, de notre point de vue, là, pour l'instant, ça pourrait être une solution pour... Je savais que tu allais réagir. Là, je vais juste peut-être... Pardon, je rebondis juste parce que moi, je ne le pensais pas forcément en relation directe avec le... Je suis moins bien placé qu'un studio pour envisager la chose, sachant que les choses bougent tous les jours. Ça nous a été quand même martelé toute la journée hier, hein, ce truc de nouvelles ou d'évolutions qui arrivent, pas tous les jours, mais chaque semaine au moins. Moi, je le voyais vraiment aussi dans un cadre beaucoup plus global, où on a vu, notamment hier aussi, ces frises où on avait les phases de fabrication des films, tout genre, finalement, tout médium confondu, 2D, 3D, jeux vidéo, enfin voilà, on est sur des métiers quand même assez proches, où ça va impacter les chaînes de fabrication à différents endroits suivant les médiums de fabrication. Et forcément, une communauté professionnelle qui est celle de l'animation, elle va être impactée au niveau global, possiblement, avec des métiers qui vont changer, des métiers qui vont glisser. Et ça, il faut qu'on en tienne compte dans cette fameuse équation inconnue multiple sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. C'était plutôt dans cette approche-là. Autre question. Ah, pardon. Justement, c'est... Pardon, ici. Ah, voilà, Christelle. Je voulais justement savoir si les enjeux de formation pouvaient concerner, par exemple, des ponts entre la 2D et la 3D, et la stop motion, et si elles concernaient que les talents émergents, ou ça pouvait être dans la continuité de l'animation de professionnels. Voilà. Est-ce que... C'est à moi que ça s'adresse, pardon. Oui, plutôt, puisque je parlais de formation. Emmanuel ?
Ouais, comme ça je répondrai aux deux en même temps peut-être. C'est peut-être Mathieu qui va répondre. Ah pardon, alors je réponds très vite. Vraiment, on est sur ce que Perrine a appelé, c'est parce que c'est le jargon de la formation tout au long de la vie. Donc on n'est vraiment pas que sur les émergents, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a des nouveaux arrivants, on a des gens qui sortent d'école et qui continuent en post-diplôme, on a des gens qui sont déjà des professionnels aguerris qu'on veut accompagner sur des fonctions de cadre, donc on est vraiment sur quelque chose de transgénérationnel. Et après, la deuxième partie de la question, pardon ? Je ne sais plus. Ah ouais, c'est vous qui l'avez posé. Et juste pour continuer, moi je sens aussi, j'ai souvent des animateurs 2D ou des gens qui sont au compo, qui ont envie de passer justement en animation 2D, à passer en animation stop-mo. Donc il y a un petit twist à faire, un peu de sport aussi, parce que c'est un peu plus physique. Mais et en compo, c'est souvent pour sortir du digital et venir. J'ai une OP compo qui est maintenant costumière et elle avait envie de revenir vers quelque chose de tactile et travailler la matière. Mais en animation, j'ai souvent les animateurs 2D qui viennent en disant j'adorerais faire de la stop-mo. Plus gars, tu fais ta formation, un petit module Startmo ou n'importe quoi, et puis tu peux, voilà. C'est pas vraiment une question. C'était une petite réflexion par rapport à l'intelligence artificielle qui remplacerait effectivement le travail laborieux d'un dossier graphique pour un porteur de projet en stop motion. On peut déplorer que ce soit si long, et c'est vrai que c'est long et coûteux puisqu'on le fait sur son intermittence quand on en a une. Mais il ne faut pas oublier que notre main réfléchit, et je crois que c'est comme ça que, en tout cas moi je crée, c'est en me voyant faire et en fabriquant cette chose, je ne vais pas la transformer, certainement pas par l'intelligence artificielle. Les idées, je les ai grâce à ma main. C'était pas une réflexion généralisée. Il y a cet outil qui arrive et qui, pour nous, même à l'étape après l'étape, c'est-à-dire quand l'auteur vient avec son projet et son prototype, c'est de se dire, OK, donc il y a la marionnette, mais il y a aussi les décors. Enfin, la stop-mo demande un effort de dev qui est énorme par rapport aux autres techniques. Et voilà, très clair, vous le savez, pour beaucoup, quand il faut aller pitcher, il faut fabriquer un teaser. 99% du temps, le teaser, il est jeté à la poubelle. Tout ce qu'on fabrique n'est pas réutilisé. Donc cet argent-là, très sincèrement, je préfère le mettre sur la prod pour donner plus de temps aux artistes, au réal, pour développer son univers. Voilà, donc on se dit, en tout cas, on va essayer d'y réfléchir et de tester. Peut-être ça va pas marcher, mais on va quand même le tester. Okay. Mais le teaser sera toujours en stop-mo. Oui, ça ne changera pas. Et puis, il y a quand même une maturation qui se fait avec ces efforts qui semblent pour rien, puisqu'on va les jeter à la poubelle. Mais oui et non, le projet se réfléchit là aussi. Mais on n'a pas plus d'argent en stop-motion. Pardon, Emmanuel. Hier, en fait, je ne sais pas si les organisateurs de ce qu'on a suivi hier sont dans la salle, mais moi, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez remarquable dans la journée qui était organisée hier autour de l'IA sur comment apprivoiser sa peur vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que cette chose du remplacement, par exemple, déjà, on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Et en plus, il y a d'une part une approche philosophique de la chose et d'autre part une approche technique. Et de toute façon, on est à un endroit d'outillage, on n'est pas forcément à un endroit y compris dans le génératif. Donc là, franchement, on n'y est pas, ce fameux remplacement. Bonjour. Je suis Marine du Motion Lab. Je reviens un petit peu en arrière sur les thématiques qu'on a abordées tout au long de la table ronde, notamment l'aspect de coopération, et là peut-être même de compagnonnage. Je représente une petite structure qui s'appelle donc le Motion Lab, qui est un studio associatif qui s'est monté à Nantes. Nantes, c'est pas du tout un territoire de stop-mo jusqu'à présent, et si on arrive à monter quelque chose, c'est bien parce qu'il y a une coopération et un compagnonnage qui s'est opéré aussi entre nous. On est très content d'accueillir une partie du tournage de Signal qui a commencé juste hier, et voilà, je voulais parler un peu de ce modèle de projet parce que je répondis aussi sur l'idée que le stop motion est un bon outil pour pouvoir toucher et sensibiliser des publics. On est un peu parti de ça sur
ce projet de territoire que de dire on veut essayer de monter un studio, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir réussir à le faire. Donc, on va essayer de mobiliser une communauté de talents qu'on se propose de former grâce à de la formation professionnelle et à des techniciens et des artistes qui sont aussi venus de Rennes. Et voilà, merci Camille d'ailleurs d'avoir opéré cette formation de 4 semaines. En fait, on va monter petit à petit en charge grâce à ça, d'avoir d'un vivier de professionnels qui ne sont pas forcément tous de cet univers du stop motion, mais qui ont des compétences approchantes et qu'on se propose de spécifier donc sur le décor, sur la marionnette, sur l'animation 3D, enfin de l'animation stop motion, donc des gens qui viennent plutôt de la 3D, et puis peut-être une formation là qui s'adresserait à des gens qui viendraient du motion design et qui souhaiteraient utiliser des techniques manuelles et du tournage pour pouvoir essayer de développer une offre créative un petit peu plus large. Voilà. Et petit à petit, ce studio qui s'équipe et qui embrasse un peu une partie des thématiques qui ont été exposées à la fois aujourd'hui, merci, et l'année dernière. C'est vrai qu'une exposition des préoccupations du secteur et des acteurs installés depuis très longtemps pour comprendre quelles sont les problématiques de sociologie du travail, de renouvellement des talents. C'est évidemment des questions qu'on se pose au moment où on veut devenir un jeune studio, à la mesure de ce qu'on est capable de porter, et se positionner plutôt comme partenaire et comme prestataire, mais surtout de monter un projet de territoire avec ces 3 jambes qui essayent de s'équilibrer, de pouvoir fabriquer et tourner, de pouvoir former et pouvoir sensibiliser, avec l'idée que s'il y a une communauté d'artisans qui peut s'implanter à Nantes, elle le fera aussi en faisant du multi-activité, c'est-à-dire très probablement du tournage, on aimerait beaucoup évidemment, mais que l'idée qu'on puisse proposer à des techniciens, à des artistes de transmettre et de sensibiliser, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ils restent sur un territoire, d'être sur cette espèce de multi-activité. Et dans les Pays de la Loire, parce que c'est un territoire que je redécouvre après avoir été longtemps parisienne, je me suis rendu compte que les gens ont besoin d'avoir beaucoup d'ingéniosité et d'agilité pour changer régulièrement de métier. On est parfois cadreur, directeur de la photo ou régisseur. Ce côté multi-activité sur le live, il est parfois difficile de l'abandonner pour opérer une très grosse conversion vers l'animation. On en a un petit peu parlé, il y a la convention collective, il y a les niveaux de rémunération, il y a le fait que les projets sont longs, extrêmement engageants. On est obligé de renoncer à plein d'autres choses pour partir sur des projets en stop-mo. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et sur lesquelles on espère apporter des réponses en essayant de développer plutôt cette dimension-là d'un projet territorial, partenarial avec une autre région. Et ça, c'est intéressant aussi d'ouvrir potentiellement les plans de financement à d'autres régions qui viendraient participer à un effort pour pouvoir construire des projets ambitieux et d'avoir des équipes qui soient capables peut-être de travailler à la fois sur de la fabrication, du tournage, mais peut-être aussi sur de la transmission. Voilà. Merci à vous. Plus de remarques, de questions, de contributions? Si... Je me permets, je reviens encore sur le sujet d'avant, d'IA. Donc Camille Campion, Creative Seeds, on a fait partie des organisateurs du sujet IA. Je voudrais juste dire quelque chose peut-être assez positif. Le rapport à l'IA, ça fait un certain temps que je fais de la veille, j'ai déjà participé à une jam ce week-end sur ce thème. Ce qui est vécu dans l'intelligence artificielle, même quand on est un artiste 3D, c'est mon cas, c'est que c'est un outil qui a un aspect très ludique parce qu'il est conçu aujourd'hui surtout pour une utilisation grand public. Et en tant qu'artiste, il est assez vite déceptif. C'est quelque chose sur lequel on a très peu de contrôle. On laisse faire la machine, on lui fait faire quelque chose, donc ça nous fait rire. Il y a des choses à des fois intéressantes, mais on n'a pas de fierté à créer quelque chose à travers l'intelligence artificielle parce qu'elle est générée et on cède à la machine le fait de créer et on laisse l'aléatoire nous amener à des choses. Et quelque chose qui protège, je trouve, pas mal le savoir-faire stop motion, c'est que l'humain aime voir de la performance exercée par l'humain. Et le stop motion, c'est quelque chose qui a cette approche très tactile, on est dans la matière. Et le succès, je pense, malgré le fait qu'il y a de la 3D aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de technologies, le monde de la 3D évolue. Avant l'IA, il y avait beaucoup de révolutions, micro-révolutions dans notre univers. La stop motion continue d'exister, même quand on va avoir
on va refaire Le Roi Lion en hyper réaliste aujourd'hui, on continue de faire des films en stop motion parce que je pense que l'humain aime voir ça. D'ailleurs, il y a d'énormes succès il y a des années sur les chaînes YouTube, il y a un gros succès des makers en ligne, des choses qui sont faites par des gens où on voit des gens fabriquer des choses. Et je pense que de ce côté-là, moi, je ne suis pas praticien, mais la stop motion a beau jour devant elle pour ces raisons-là. L'IA ne va pas remplacer le plaisir des gens à voir des performances pratiquées par des gens. On verra toujours des danseurs, des artistes, et le stop motion représente bien ça. Voilà ma contribution. Ça ferme vers 23h le lieu. Hein. Donc, on a le temps. On a une projection à 21h. Alors 21h, on m'a renié 2 heures sans me le dire. Merci. Bonjour. Alors, je suis désolée, ça n'a pas vraiment de rapport, mais moi j'aimerais beaucoup savoir quand est-ce qu'on pourra voir Sauvage sur grand écran. Mi-octobre. 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 Et une petite avant-première à Annecy ou pas? Il faut attendre la conférence de presse d'Annecy dans quelques jours. D'accord. Merci beaucoup. Bon, Franck, qu'en penses-tu? On va peut-être en rester là. Tu es bien avec nous, tu avais envie de continuer. Je suis bien avec vous. Hein, on peut continuer au bar agréablement. Merci infiniment à vous. Merci aux intervenants. Je voudrais aussi remercier les équipes du TNB et les équipes de 3DVF qui font la captation. On les voit pas, mais on a besoin d'eux. Merci infiniment.